Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Scientific Day. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué ce qu'est l'entraînement polarisé. Pour résumer ce qu'on avait dit, cette approche consiste à s'intéresser à de nouveaux indicateurs de l'intensité, donc par exemple sortir du modèle de répartition en 5 zones d'intensité par fréquence cardiaque, au profit d'un modèle divisé en 3 zones qui sont séparées par des marqueurs que sont le seuil ventilatoire 1, le seuil lactique 1, le seuil ventilatoire 2, le seuil lactique 2, ce qui nous fait une division en 3 zones. Zone 1 en dessous du seuil ventilatoire 1 et du seuil lactique 1, au-dessus la zone 2, au-dessus du seuil ventilatoire 1 et en dessous du seuil ventilatoire 2, et la zone 3 au-dessus du seuil ventilatoire 2. Et donc cette approche de la périodisation propose de répartir la charge hebdomadaire en 80% en zone 1, 0 à 10% en zone 2, mais cette zone étant celle de compétition, la zone de course, elle est au plus possible à éviter, et 15 à 20% en zone 3, c'est-à-dire les zones intenses. Donc en fait, on va éviter la zone 2, qui se situe au milieu des intensités, privilégier beaucoup de travail en zone 1 et une certaine quantité de travail en zone 3. Dans cet épisode, ce que je veux particulièrement discuter, c'est l'efficacité d'une périodisation qu'on appelle polarisée. En effet, maintenant que la revue de littérature de Idren et Coel de 2015 nous a bien aidé à comprendre qu'est-ce que c'était qu'une planification polarisée, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'une planification polarisée est plus efficace qu'une autre planification, comme les autres qu'on a pu discuter, par exemple la périodisation à haut volume, à haute intensité ou encore au seuil, ou est-ce qu'au final, la périodisation polarisée n'a pas spécialement de bénéfices supérieurs par rapport aux autres périodisations discutées. Malheureusement, dans la littérature, il n'y a pas pléthore d'études qui nous permettent de conclure sur cette question. Cependant, en faisant mes recherches, j'ai pu identifier 3 études qui, moi, me semblent particulièrement intéressantes à discuter dans cet épisode. Je vous propose que maintenant, on aille voir celle-ci en détail. La première étude dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la méta-analyse de Rosenbalt et collaborateurs, publiée en 2019 dans un des journaux les plus prestigieux qui soit dans les sciences du sport. En plus d'être publiée dans un journal prestigieux, cette étude est une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés. Pour résumer, une méta-analyse, c'est un type d'étude qui a pour but d'agréger différentes études isolées pour conclure sur un effet global. Et des essais contrôlés randomisés, c'est des études interventionnelles qui ont le cadre le plus rigoureux pour produire les résultats scientifiques les plus robustes possibles. Donc quand on a face à nous une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, généralement, on a le plus haut niveau d'évidence scientifique, l'étude, le type d'étude de la plus haute qualité qui soit. Donc cette méta-analyse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regroupé différentes études qui se sont intéressées à comparer l'efficacité sur des marqueurs de la performance en endurance entre des personnes qui avaient suivi un cycle de X semaines d'entraînement dit au seuil versus le même nombre de semaines avec un entraînement dit polarisé. Plus précisément, cette méta-analyse a réussi à identifier 3 essais contrôlés randomisés qui pouvaient être inclus dans les analyses et permettre alors de tirer des conclusions. Au total, ces 3 études rassemblées représentent un cumul de 52 coureurs répartis en groupes polarisés versus groupe entraînement au seuil et de 12 cyclistes répartis de la même façon en 2 groupes. Quand on décortique les 3 études qui ont pu être inclus dans cette méta-analyse, on remarque qu'il y a 4 marqueurs de la performance en endurance qui ont pu être récupérés. On retrouve le temps de course sur une distance donnée, par exemple la meilleure performance sur un 10 km sur tapis, réalisée avant le programme d'entraînement et après le programme d'entraînement. On retrouve la VO2 max. Également, on retrouve le temps jusqu'à épuisement. Donc typiquement, on demande à des personnes de courir à une vitesse donnée dans un test et on attend que celles-ci doivent abandonner. Au plus les personnes durent dans ce test-là, au plus elles sont censées avoir une bonne capacité aérobie. Et le dernier marqueur que les auteurs ont récupéré, c'est l'économie de course, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est économe, à quel point est-ce que se déplacer, courir par exemple, consomme de l'énergie ou à l'inverse est économe. Le seul marqueur de ces 3-là qui a permis une estimation méta-analytique, c'est-à-dire de tirer une conclusion statistique en regroupant les 3 études considérées, c'est le meilleur temps sur une distance donnée. Dans toutes les études qui ont été considérées, le temps d'entraînement était exactement le même entre les 2 groupes, la charge d'entraînement était également exactement la même entre les 2 groupes. La seule chose qui changeait, c'était la répartition hebdomadaire de cette charge. Par exemple, plutôt en zone 1 et en zone 3 dans l'exemple polarisé, et plutôt en zone 1 et 2 dans la périodisation dite au seuil. Le premier résultat que cette méta-analyse met en évidence, c'est que les 2 groupes avaient progressé au cours des programmes d'entraînement proposés, mais par contre, sur le marqueur qui était le meilleur temps de course réalisé sur une distance donnée, les participants des groupes
entraînement polarisé avaient plus progressé que ceux du groupe entraînement au seuil. Concernant le marqueur de performance en aérobie, qu'est la VO2 max, une seule étude a mesuré ce paramètre et elle a elle aussi montré que les participants du groupe polarisé avaient plus gagné en VO2 max après un cycle polarisé que les participants du groupe entraînement au seuil. Deux études avaient considéré le marqueur de performance de temps jusqu'à épuisement, donc le temps qu'un individu passe à courir à une vitesse donnée jusqu'à décider volontairement d'arrêter sa performance. Et ces deux études avaient la même conclusion, c'est-à-dire que là aussi, les personnes du groupe polarisé avaient plus progressé au cours du cycle d'entraînement que les personnes du groupe au seuil. Et enfin, une étude s'est intéressée à l'économie de course, et ce qu'elle a montré, c'est encore une fois la même chose, les personnes du groupe entraînement polarisé avaient plus gagné en économie de course que les personnes du groupe entraînement au seuil. En première conclusion, en se basant uniquement sur cette méta-analyse, on peut dire que l'entraînement dit polarisé, une périodisation polarisée, semble plus efficace pour faire progresser des personnes sur des marqueurs clés de la performance en endurance qu'une périodisation dite au seuil. Et ces résultats semblent valables en course à pied, puisque deux études de la méta-analyse s'étaient intéressées à des coureurs à pied, mais semblent également valables en cyclisme, en vélo sur route, puisque une étude inclue dans cette méta-analyse s'intéressait à des cyclistes. La deuxième étude dont j'aimerais vous parler dans cet épisode, c'est celle de Munoz et collaborateurs, publiée en 2014. Les résultats de cette étude sont inclus dans la méta-analyse dont je vous ai parlé juste avant, mais je considère quand même que cette étude mérite d'être détaillée, surtout pour les analyses secondaires que les auteurs ont réalisées. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc dans cette étude, les auteurs ont recruté 30 coureurs sur route et ils les ont répartis en deux groupes. 15 coureurs ont été alloués au groupe entraînement au seuil et 15 autres coureurs et coureuses ont été alloués au groupe entraînement polarisé. Les deux groupes ont suivi un programme d'entraînement en endurance de 10 semaines et encore une fois, les deux protocoles avaient exactement la même charge hebdomadaire. La seule chose qui changeait, c'était la répartition de cette charge en fonction du groupe dans lequel les participants étaient alloués. Dans le groupe entraînement polarisé, on avait 75% de la charge hebdomadaire en zone 1, 5% en zone 2, 20% en zone 3. Et dans le groupe entraînement au seuil, on avait 45% de la charge hebdomadaire en zone 1, 35% en zone 2 et 20% en zone 3. Pour mesurer l'efficacité du programme ayant pour but l'amélioration des performances en endurance, les auteurs ont mesuré un seul marqueur, à savoir le meilleur temps réalisé sur un 10 km couru le plus rapidement possible sur tapis. Donc les participants réalisaient ce 10 km sur tapis en laboratoire juste avant la période d'entraînement et réalisaient exactement le même test dans les mêmes conditions juste après la phase d'entraînement. Les premières analyses statistiques réalisées par les auteurs ont mis en avant qu'il n'y avait pas de différence significative dans les progrès en endurance, quel que soit le groupe d'appartenance. Les deux groupes avaient progressé, mais la différence de progrès entre les deux groupes n'était pas significative. Numériquement, il y avait un petit avantage pour le groupe polarisé, qui avait progressé de 2 minutes sur le 10 km, alors que le groupe entraînement au seuil avait progressé de 1 minute 24, mais cette différence n'était pas significative. Mais pour moi, le point clé de cette étude réside dans les analyses secondaires que les auteurs ont conduites. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que beaucoup de participants avaient mal respecté la répartition de la charge hebdomadaire entre les trois zones d'entraînement ciblées. Par exemple, on retrouvait des participants du groupe entraînement polarisé qui avaient passé beaucoup trop de temps en zone 2, alors qu'ils devaient plutôt passer du temps en zone 1, donc une certaine difficulté à s'en tenir à la zone 1. Pour pallier à ce constat que les auteurs ont fait et qui vient biaiser les résultats, ils ont pris la décision de conduire des analyses secondaires uniquement avec les personnes qui avaient respecté à la lettre la répartition des charges hebdomadaires prévues dans chacun des programmes. Plus précisément, ils ont identifié 6 personnes qui avaient parfaitement respecté la répartition hebdomadaire de la charge dans le groupe polarisé et 6 personnes qui avaient également été exemplaires dans le respect de la charge hebdomadaire dans le groupe entraînement au seuil. Et en réalisant ces analyses secondaires entre les personnes qui avaient bien respecté chacun des programmes qu'ils étaient censés suivre, les auteurs ont pu mettre en avant des différences significatives dans les progrès en endurance. Plus précisément, le sous-échantillon du groupe polarisé avait progressé de 7% sur le test de 10 km, alors que les personnes du groupe au seuil avaient progressé de seulement 1,6%. Et cette différence de progrès était statistiquement significative. Donc en conclusion de cette étude-là, de Munoz et collaborateurs de 2014, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'apparemment, il n'est pas si facile de s'en tenir à une planification polarisée. Sur 30 coureurs qui appartenaient à ce groupe d'entraînement, seulement 6 avaient parfaitement respecté les directives qui leur étaient données en termes de répartition de la charge hebdomadaire. La deuxième chose qu'on peut dire selon moi d'après les résultats de cette étude, c'est qu'un programme d'entraînement
polarisé bien respecté semble supérieur à un programme d'entraînement dit au seuil, bien réalisé lui aussi. La dernière étude dont je vous parlais dans cet épisode des Scientific Day dédié à l'efficacité de l'entraînement polarisé, c'est une étude qui s'est concentrée particulièrement sur l'effet d'un entraînement polarisé sur la performance en ultra trail. Cette étude publiée en 2019 par Perez et collaborateurs a recruté 20 ultra trailers et les ont répartis en deux groupes. Comme dans les études précédentes, un groupe entraînement polarisé et un groupe entraînement au seuil. Là encore, la charge hebdomadaire entre les deux groupes était exactement la même, seule la répartition hebdomadaire des intensités changeait. Les personnes du groupe polarisé passaient 80% de leur charge hebdomadaire en zone 1, 4% en zone 2 et 16% en zone 3. Et les personnes du groupe au seuil passaient 67% de leur charge hebdomadaire en zone 1, 33% en zone 2 et 0 en zone 3. Les deux programmes avaient le même but, préparer les ultra-trailers du mieux possible à une compétition de 95 km qui allait être réalisée après les 12 semaines d'entraînement. Les auteurs ont capturé énormément de marqueurs différents qui sont normalement associés à la performance en ultra-trail. Nous ici, dans cet épisode, on va surtout s'intéresser à quelques-uns dont j'ai trouvé les résultats intéressants. Le premier résultat que les auteurs ont mis en avant, c'est que les personnes du groupe polarisé avaient plus progressé sur le test de temps jusqu'à épuisement que les personnes du groupe d'entraînement dit au seuil. Et cette différence dans les progrès était statistiquement significative. Ensuite, les auteurs ont également observé des différences dans les progrès significatifs entre l'économie de course à 10 km/h et à 12 km/h en comparant le groupe d'entraînement polarisé versus le groupe d'entraînement au seuil. Les personnes du groupe polarisé avaient plus progressé sur l'économie de course à ces deux vitesses que les personnes du groupe dit au seuil. Et enfin, la dernière différence qui a été observée entre ces deux groupes, qui n'est pas une différence significative, mais moi que je trouve assez intéressante à souligner, c'est que les personnes du groupe entraînement polarisé avaient mieux performé sur l'ultra trail de 95 km que les participants ont réalisé, que les personnes du groupe entraînement au seuil. En moyenne, les personnes du groupe entraînement polarisé avaient mis 1 heure de moins sur le 95 km en compétition ciblée que les personnes du groupe entraînement au seuil. Toutes les autres mesures que les auteurs ont considérées, et il y en a beaucoup, ont montré que globalement tous les participants avaient progressé au cours des 12 semaines d'entraînement, mais qu'il n'y avait pas de différence dans l'ampleur des progrès entre les deux groupes polarisé et seuil. En conclusion, on peut dire qu'après un programme d'entraînement polarisé de 12 semaines, qui est un programme relativement court, on observe déjà des différences qui tendent vers une supériorité de l'approche de l'entraînement polarisé comparativement à la périodisation dite au seuil. En conclusion, quand j'ai fait ma revue de littérature et que j'ai essayé d'identifier pour cet épisode des études intéressantes qui comparaient l'entraînement polarisé à d'autres formes de la périodisation, je n'ai pas pu identifier énormément d'études qui se sont intéressées au sujet. Cependant, je trouve que les 3 études dont j'ai discuté dans cet épisode-là sont particulièrement intéressantes et assez robustes pour être mentionnées. Ensemble, ces 3 évidences, dont une méta-analyse et 2 études interventionnelles, laissent entendre que pour progresser en endurance, que ce soit sur course sur route, en cyclisme ou en trail, l'approche de la périodisation et de la quantification de la charge dite polarisée semble supérieure à l'approche dite au seuil. Les différences sont plus ou moins marquées en fonction des études et plus ou moins grandes. Par exemple, dans l'étude de Menos, les différences sont considérables alors que dans l'étude de Perez et collaborateurs de 2019 sur le trail, elles sont moins marquées. Mais ensemble, elles semblent toutes raconter la même histoire, tendre dans la même direction, vers une supériorité de l'approche polarisée comparativement à l'approche dite au seuil. Pour moi, il y a également 2 autres éléments à garder en tête à l'issue de cet épisode. D'une part, c'est ce que soulignent Menos et collaborateurs en 2014. Bien qu'ils avaient construit un programme d'entraînement clé en main qu'il suffisait entre guillemets de suivre, ils ont quand même observé que la majorité des personnes qui étaient dans le groupe polarisé n'avaient pas bien respecté la répartition des charges hebdomadaires et avaient par exemple souvent passé trop de temps en zone 2 au détriment du temps en zone 1. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entraîner à basse intensité, ils avaient une tendance à monter un petit peu le niveau d'intensité et donc à passer le seuil ventilatoire 1, le seuil lactique 1 et à s'entraîner en zone 2 et non plus en zone 1. Et donc ce qu'observe Menos, c'est que la supériorité d'une approche de l'entraînement dite polarisée n'est identifiable, n'est démontrable que lorsque ce type de programme est bien respecté. Donc pour moi, la première chose que ça éveille, c'est que si on décide un jour dans notre entraînement de suivre une approche polarisée ou d'entraîner des personnes dont on s'occupe avec une approche polarisée, il va falloir être très attentif au temps passé
dans les zones métaboliques qui correspondent à la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Et par exemple, être particulièrement attentif dans les entraînements en zone 1 à ne pas s'enflammer et à ne pas dépasser jusqu'à la zone 2, ce qui se fait en fait très vite. Personnellement, ce que je conseille aux athlètes que j'entraîne avec une approche polarisée, comme la plupart d'entre eux utilisent une montre cardio GPS avec 5 zones de fréquence cardiaque, mon conseil est de programmer une alerte de fréquence cardiaque maximale à ne pas dépasser et activer cette alerte lorsque les personnes sont dans un entraînement qui doit absolument se dérouler uniquement en zone 1. Par exemple, je leur propose de mettre cette alerte 2, 3, 4, voire 5 battements par minute en dessous de la zone 3 sur la montre et de bien faire attention à leur ventilation qui est un marqueur, la capacité à parler est un marqueur du passage de la zone 1 à la zone 2. Quand il devient difficile de parler et que les phrases deviennent beaucoup plus saccadées, c'est un marqueur que l'athlète n'est plus dans une zone 1, mais est passé en zone 2. Donc ça, c'est la première chose pour moi à garder en tête. Le deuxième élément à garder en tête, c'est que pour moi, il semblerait que dans le cadre du trail, une planification de 12 semaines ne met pas en avant des progrès considérable. On observe sur certains marqueurs qui sont en plus particulièrement importants. L'économie de course, par exemple, en trail est particulièrement importante, surtout sur des distances de 95 km. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Si vous reprenez cette étude de Perezial en 2019, on observe quand même qu'il y a beaucoup de marqueurs analysés qui ne montrent pas de différence dans les progrès entre le groupe polarisé versus le groupe au seuil. Donc pour moi, la deuxième chose qui me vient en tête quand je vois ce type de résultat, c'est qu'un programme de 12 semaines est peut-être un petit peu court, un petit peu léger pour attendre de voir une vraie supériorité de l'approche polarisée comparativement à une approche dite par exemple au seuil. Mon conseil dans ce cadre-là, ça va être bien entendu de vous tester ou de tester vos athlètes. Par exemple, de mettre en place ce type de planification polarisée, d'avoir des échanges avec vous et avec eux pour essayer d'avoir des retours sur leurs sensations, sur comment ils sentent, sur certains marqueurs de récupération, est-ce qu'ils préfèrent ou pas, mais surtout de laisser du temps au bénéfice de l'entraînement dit polarisé pour se mettre en place. Il est possible que sur un cycle d'entraînement qui soit un petit peu court, comme par exemple 10-12 semaines, vous observiez certains bénéfices, mais que ces bénéfices ne soient pas considérablement marqués. Donc n'hésitez pas à laisser du temps, à faire un test sur une plus longue période et voir si ce type de planification, si cette répartition des charges sur la semaine vous convient aux athlètes que vous entraînez ou pas, et si alors vous avez peut-être intérêt à vous tourner vers un autre type de périodisation. Voilà, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui sur l'efficacité de l'entraînement polarisé. J'espère qu'il vous a plu, mais si vous êtes encore là, c'est probablement que la réponse est oui. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos, la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer ce type de contenu le plus qualitatif possible, c'est d'aimer ces vidéos, pourquoi pas de la commander, de vous abonner et éventuellement de la partager autour de vous. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux, comme par exemple Instagram, je vous ai mis le lien dans la description. Dans celle-ci, vous trouverez également un lien vers l'article rédigé qui est présent sur mon site courirmieux.fr. Et dans cette version rédigée, vous retrouverez les études scientifiques auxquelles je fais référence dans cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Scientific Day.